plus que votre talent de comédien, vous êtes aussi auteur, notamment pour Guillaume Batz et Constance. Justement, est-ce que vous vous sentez plus auteur ou comédien? On m'a plus donné ma chance pour l'instant en tant qu'auteur qu'en tant que comédien. Je joue mes propres textes. On n'est pas encore beaucoup venu me chercher pour jouer des textes des autres. Je pense très sincèrement que je suis les deux. J'ai d'ailleurs, au départ, j'ai démarré en tant que comédien. J'ai joué des rôles comme Arthur Rimbaud au théâtre, où je tenais la scène tout seul, pratiquement dans un rôle principal, pendant 2 heures sur des textes très noirs, très dark. T'as vu, j'ai inventé un mot. Noir et dark, j'ai dit narc. Après, quand on est humoriste, on fait parfois un peu peur aux réalisateurs ou quoi. Tu remarqueras que souvent les humoristes deviennent des stars de cinéma quand ils sont déjà des grandes stars de l'humour. Parce qu'on fait un peu peur, parce qu'on a un clown. Moi j'ai un clown sur scène, je dis oui, voilà. Donc les réalisateurs, c'est un mec, putain, ça va être compliqué, on peut pas le mettre, on peut pas lui faire un rôle de serveur, il va arriver, ouais. Sauf que c'est une. Tu vois, Muriel Robin par exemple, on a beaucoup souffert. Muriel Robin a quand même fait le Conservatoire national d'art dramatique. C'est une énorme comédienne, Muriel Robin. Mais comme elle avait son clown sur scène, elle a fait peur à les réalisateurs. C'est une grande erreur. Parce que les humoristes sont souvent de très bons comédiens. Parce que l'humour, vous me donnez, je t'écris un texte, tu le joues. Ça va pas être drôle. Parce qu'il faut, à moins que tu sois un énorme humoriste, je ne sais pas, mais... Pas forcément. Mais parce que c'est une intonation, en fait, il faut être d'une grande justesse. C'est un métier. Et le surjeu que peut avoir un humoriste, un bon surjeu est un surjeu maîtrisé. Un surjeu maîtrisé, ça veut dire que tu sais exactement là où il faut t'arrêter. Donc par définition, si tu maîtrises le surjeu, tu maîtrises le jeu. C'est impossible autrement. Et souvent les humoristes sont sous-estimés. Donc je pense que pour l'instant, je suis un peu sous-estimé en tant que comédien. Mais ça sera à moi de montrer que, dans l'avenir que je le suis. Mais de toute façon, c'est pas grave, si on ne vient pas me chercher, j'écrirai mes films et je m'écrirai des rôles et je montrerai. Et d'ailleurs, en parlant de films, vous en écrivez un sur le chômage. Voilà, Vous pouvez nous en parler? elle rebondit. En école de journalisme, c'est formidable. C'est 20 sur 20. Au moins. C'est gentil. Effectivement. J'ai écrit un film dont je n'ai pas le titre, qui va se baser un peu sur l'univers du chômage, la NPE, etc. Enfin, le pôle emploi, faut dire maintenant. Qui est une comédie très sombre, sociale, cruelle, un peu à la Père Noël est une ordure, tu vois. Ce sera sans concession, mais je vais essayer d'être très drôle aussi. Dans l'optique de dénoncer également. De dénoncer, oui, enfin, dénoncer sans dénoncer. Oui, de toute façon, oui, il y a toujours des dénonciations. Après dénoncer, c'est un mot fort. Là, c'est plus un message en fait que je vais vouloir essayer de montrer. Je vais essayer de montrer les deux pendant. C'est-à-dire que souvent les conseillers NPE sont stigmatisés comme étant des feignants qui servent à rien, et par une catégorie de gens. Et par une catégorie de gens, les chômeurs sont parfois stigmatisés comme étant des feignants parasites de la société. Tu vois. Et j'ai juste envie de dire, attendez, il y a des cons dans les deux camps. Et il y a aussi des gens bien dans les deux camps. Donc en fait, je suis en train d'écrire le film, le film qui est écrit en fait d'ailleurs déjà, où je montre un peu les deux camps. Je montre un peu les deux aspects. Et puis j'ai trouvé une idée de casser le code du chômage et de la NPE et du Pôle emploi, ce qui fait qu'on va se retrouver avec des conseillers Pôle emploi dans des situations qui sont totalement ouf. Et voilà, enfin vous verrez, je peux pas trop en dire, mais on tourne en novembre. Et c'est le producteur de L'écume des jours qui produit Vous allez jouer dedans? Le film, je joue dedans. Je me suis donné le rôle principal. J'ai trouvé un auteur qui croyait en moi. Mais il y a 3 personnages principaux. Donc c'est un film choral. Mais j'ai l'un des 3. Et c'est avec les gens de Don Demain qui arrivent aussi? Non, il est possible qu'on retrouve dans le casting des gens de Don Demain qui arrivent, comme Arnaud de sa mère par exemple, mais c'est pas obligatoire. J'ai vraiment essayé de faire un casting. Je voulais sortir un peu de Don Demain qui arrive aussi, depuis longtemps. D'ailleurs, je suis sorti depuis longtemps de Don Demain qui arrive. Et je ne renie rien, c'est formidable, ça a lancé ma carrière, c'est pas ça, c'est juste passer un peu autre chose. Et du coup, évidemment, j'ai des copains dans Demande Carrière qui ont beaucoup de talent. Donc, il y a des castings, je vais les ouvrir, et dans les gens qui seront castés, il y aura des gens dans Demande Carrière, c'est évident. Mais on ne prendra que ceux qui auront été les meilleurs dans les castings. Je ne ferai pas de favoritisme. Et justement, vous avez une actualité, on va dire, très riche. Il y a également donc la tournée du trio avec Baptiste Le Caplin et Arnaud de sa mère. Est-ce que ça n'instaure pas une petite concurrence entre vous, même si on imagine que vous êtes très amis? Est-ce qu'il n'y a pas une petite concurrence qui peut se créer justement entre vous? Non, parce qu'ils savent bien que je suis le meilleur, donc...
Non, il n'y a pas de concurrence parce on est très différents. Baptiste Le Caplin est dans du stand-up d'observation un peu de la société, un peu à la Gad Elmaleh. D'ailleurs, Gad Elmaleh adore Baptiste et c'est réciproque, je crois, et c'est très logique. Ils sont dans un univers assez similaire. Pour moi, c'est le nouveau Gad, un peu Baptiste. Arnaud de Samet dans un univers totalement absurde, a d'autres ambitions de carrière, a une vision de ce métier et de la vie qui est beaucoup plus cool que la mienne et beaucoup moins. Moi, je suis un bulldozer, tu vois. Je veux tout conquérir, je veux tout, parce que je suis jeune et que j'ai une revanche à prendre. On n'a pas les mêmes vies, on n'a pas les mêmes carrières, on n'a pas les mêmes univers, et je crois que c'est pour ça qu'on s'entend très bien en fait. Je crois qu'en fait Baptiste est totalement différent de moi, qui est totalement différent d'Arnaud, qui encore une fois est totalement différent de moi. Et je crois que c'est pour ça qu'on s'entend très bien, qu'on s'aime beaucoup et que ça se passe bien, c'est parce qu'on n'a rien à voir en fait. Et du coup il n'y a pas de concurrence. Ah, tant mieux. Pardon ? Tant mieux. Tant mieux. Vous êtes proche également donc de Guillaume Batz, qui est handicapé. Et pensez-vous que pour faire ce genre d'humour, il faut être un défenseur des causes dont on se moque sur scène? Pour faire de l'humour noir, oui, Pour justement. faire de l'humour noir. Non, on ne doit pas être un défenseur, on fait ce qu'on veut. À partir du moment où on fait l'humour noir avec, pour les bonnes raisons, à savoir dénoncer des choses qui nous agacent, ou mettre le doigt sur des trucs sensibles et qu'on le fait avec du cœur et avec du respect des gens, et toujours avec l'amour des gens, parce que si tu te moques de quelqu'un, il faut l'aimer cette personne. Vous êtes venu voir le spectacle ou pas encore? Non, on y va tout à l'heure. Si vous avez l'occasion si vous restez ce soir, vous verrez, je peux très bien me moquer d'un gros, d'un roux, d'un mec handicapé, etc. Sauf que quand je dis ah bah alors dis donc, va falloir aller courir, hein, petite grosse, je le fais avec amour, tu vois. C'est-à-dire que vraiment, j'aime cette personne quand je lui dis. Et du coup, elle le prend pas mal. Je suis juste en train de lui dire on s'en fout que tu sois grosse. Ouais. Et je vais me moquer d'un roux, d'un chaud. Et le problème, en fait, il est toujours de la manière dont tu fais les choses et pourquoi tu les fais. Mais c'est pour ça que c'est très compliqué ce débat de la liberté d'expression, parce que mais alors comment on met les limites? Mais il n'y a pas de limites. Les limites, c'est au bon sens des gens. Le problème, c'est que les gens qui veulent mettre des limites à l'humour et des lois et des règles sont des idiots qui pensent que le public n'est pas capable de se rendre compte de la manière dont on s'est dit ou pas. Pourquoi il y a eu tout ce bordel sur Dieudonné? C'est parce que les gens se sont rendus compte qu'il était plus objectif et qu'il faisait plus les choses pour les bonnes raisons. C'est pour ça qu'à un moment donné, les gens se sont rebellés contre lui et qu'il y a eu tout ce bordel. Moi, est-ce que j'ai eu des problèmes? J'en ai pas. Et je vais pas moins loin que lui sur les juifs, les musulmans. Du coup, je vais plus loin que lui, parce que lui, du coup, il en parle plus du tout. Parce qu'on peut pas attaquer. Tu vois, le problème, c'est que quand tu te fixes sur une communauté, tu peux plus trop attaquer les autres, sinon t'as plus personne dans ta salle. Donc, mais voilà, moi, je suis très objectif. Et je vais très loin. Et j'ai pas de problème avec la communauté juive, ni musulmane, ni chrétienne. J'ai des problèmes avec les extrémistes, qui sont venus m'agresser et tout. Je les emmerde, c'est des connards. Est-ce que vous avez eu quoi comme problème? Les extrémistes musulmans, chrétiens ou juifs n'ont pas énormément apprécié le spectacle. Oui. C'est normal, je me fous de leur gueule pendant 2 heures, mais je les emmerde. Sont des extrémistes qui sont souvent responsables du racisme. En tout cas, pas qui sont responsables, mais qui mettent de l'eau au moulin au racisme. Et d'ailleurs, quand tu parles avec un chrétien, un musulman ou un juif qui pratique sa religion de manière totalement normale, il est souvent dépité, et extrêmement agacé de voir qu'une toute petite minorité musulmane, juive ou chrétienne vont aller dans l'extrémisme et du coup faire du mal à leur communauté. D'accord, donc on va passer sur un sujet donc du coup un petit peu différent, la télé. Pourquoi avoir quitté Touche pas à mon poste? Et donc du coup, on le rappelle, vous êtes à l'émission Pour tous. Est-ce que vous ressentez plus de liberté à l'émission Pour tous, le fait d'être sur un service public par exemple, dans une bande que vous connaissez? Voilà, on va pas parler du fait que Ruquier, comme on l'a dit tout à l'heure, vous a lancé, mais est-ce que ça peut jouer ça justement? Alors il y a beaucoup de questions dans la même question, mais je vais essayer de répondre à toutes dans la même réponse. En gros, j'ai quitté D8 pour plein de raisons différentes, qui je crois sont toutes bonnes. Déjà par fidélité envers Laurent Ruquier, mais pas seulement, parce que aussi je pense que Laurent est quelqu'un de très 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 bon et qui est en place depuis très longtemps et auprès duquel j'apprends beaucoup. Laurent, avec moi, il est parfois assez dur, mais il me lâche jamais. C'est-à-dire que Laurent, c'est le premier qui me dit tu bosses pas assez ça, il faut que tu travailles là-dessus, Il est très dur avec moi, Laurent. Mais en même temps, quand Laurent me dit ça, je dis putain, il a raison. Il a compris la manière dont je fonctionnais. Après, il sait aussi être un peu plus dans l'affect avec moi parce qu'il sait que moi j'ai besoin d'affect.
Donc il a compris ça, alors que c'est quelqu'un qui est pas trop dans l'affect. Donc, mais je sais qu'il a parfois fait l'effort avec moi de me dire ce qu'il pensait de manière un peu plus, encore une fois, un peu plus dans l'affect, parce qu'il sait que j'en avais besoin. Il a été là quand j'étais sur D8, parfois je suis allé lui demander des conseils, des avis, des points de vue, il a été là. Et il a totalement changé ma carrière. Enfin, il n'a pas changé, il a fait démarrer ma carrière. Donc c'était impossible, pour toutes ces raisons-là, de lui dire non. Ça aurait été totalement idiot, ridicule et irrespectueux de ma part. On ne peut pas dire à ce monsieur-là, non, ton émission, ça ne m'intéresse pas. Non, Laurent Ruquier qui vous appelle, qui vous dit, après tout ce que j'ai comme passif, amical et professionnel avec lui, tout ce qu'il représente pour moi, de dire à Laurent Ruquier, bah non, démerde-toi avec ton émission, ça m'intéresse pas, c'est impossible. C'est impossible. Donc il m'a dit, je lance une nouvelle émission, j'aimerais que tu sois à mes côtés. Bah oui, évidemment. Donc du coup, dans l'avenir, ce sera impossible de dire non à Laurent Ruquier sur un autre projet ou sur... Bah s'il me propose un film porno avec des poneys, peut-être que je dirais non. mais je crois pas qu'il me proposera ça tout de suite. Mais non, mais après c'est pas impossible de dire non, mais pour des bonnes raisons. Si demain je tourne un film ou quoi, puis ça dépend le contexte. Là, Laurent, il lance une nouvelle émission. Donc s'il vous appelle quand il lance une nouvelle émission, c'est qu'il estime, à tort ou à raison, qu'il a besoin de vous. Si Laurent, moi je pensais pas qu'un jour je me dirais Laurent Ruquier estime qu'il a besoin de moi pour sa nouvelle émission. Pour moi, c'est des trucs, c'est pas envisageable. Ouais, ceci dit, j'aurais pas été là, il aurait trouvé quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème. Mais moi, si tu veux, j'ai l'impression qu'on me donne confiance. Enfin, pour moi, c'est une preuve de confiance. Ça veut dire, on doit lancer une nouvelle émission, on va prendre des mecs auxquels on croit beaucoup parce qu'il faut qu'on déchire tout de suite. Bon, Jérémy, est-ce que tu veux venir avec nous? Bah oui. Après, si c'est une émission qui est en place depuis des années, qu'il n'a pas besoin de moi, qu'il le fait juste parce qu'il a envie de me revoir, de travailler avec moi, mais que moi à ce moment-là je ne peux pas, pour X ou Y raison, là je peux dire non. Mais c'est autre chose, c'est un autre contexte. Là, quand la personne qui a changé votre vie vient vous voir en vous disant ça serait bien que tu sois là parce que je lance une nouvelle émission, Donc c'est pas, une peut pas dire preuve de non. reconnaissance.